nos invités. Madame Chantal Jacquet, qui est professeure à l'université Paris 1, qui est spécialiste de philosophie moderne, spécialiste de Spinoza notamment, et qui a écrit un ouvrage, plusieurs ouvrages, mais qui est notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Les transclasses ou la non-reproduction », dans lequel Madame Jacquet voilà, réutilise les ressources spinozistes pour développer sa propre philosophie et développer notamment ce concept de transclasse. Je crois qu'un séminaire a été mis en place ici dans les locaux de l'ENS sur ce sujet. Donc les transclasses ou la non-reproduction. Et puis vous avez également co-dirigé avec Gérard Bras un ouvrage qui s'appelle « La fabrique des transclasses ». Donc merci beaucoup Madame Jacquet d'avoir accepté notre invitation. Sébastien Charbonnier qui ensuite est maître de conférences à l'université de Lille, qui a publié un ouvrage en 2013 qui s'intitule « Que peut la philosophie ?» et qui publie là cette année chez Vrin l'ouvrage « Aimer s'apprend aussi, méditation spinozienne ». Donc nous sommes finalement entre spinozistes ce soir. Qui a beaucoup traité la question qui va nous préoccuper ce soir, la question de l'émancipation, du lien entre l'enseignement de la philosophie et l'idéal d'émancipation. Donc merci Sébastien d'être parmi nous. Arthur Wiban qui enseigne la philosophie, qui a enseigné la philosophie et qui enseigne toujours d'ailleurs je crois. Qui a enseigné au lycée, notamment à Ivry-Gargan, qui est en thèse à l'université Paris 1, qui achève sa thèse, je crois, et l'université de Genève. Donc merci Arthur d'avoir accepté notre invitation. Et puis Ossine Rally, donc qui enseigne également au lycée, qui est en thèse à l'université de Créteil, à l'université Paris 4, qui travaille notamment sur les questions de philosophie médiévale et qui a une expérience aussi relative à la question qui nous intéresse ce soir, puisqu'il a travaillé aussi dans des associations, avec des associations sur cette question de l'émancipation, sur cette question de la transmission philosophique dans des publics, auprès de publics modestes. Donc merci également à Ossine d'avoir accepté notre invitation. Alors le thème qui va nous préoccuper ce soir, finalement, est un thème qui se pose, je crois, à la plupart de ceux qui sont à un moment ou un autre amenés à enseigner. Beaucoup d'entre nous, en enseignant, ont été conduits à questionner nos propres pratiques et puis, de ce fait, à interroger également le statut de la philosophie et à questionner finalement quelle est la finalité, quel est ce vers quoi doit tendre l'enseignement de la philosophie. Et l'une des manières les plus séduisantes de répondre à cette question, qui est aussi l'une des manières les plus traditionnelles de le faire, c'est de dire que la philosophie est au fond un enseignement libéral non pas au sens où l'entend le langage courant, mais libéral au sens où on pouvait l'entendre dans l'Antiquité et chez les scolastiques notamment, c'est-à-dire cette idée au fond que la philosophie serait un enseignement désintéressé, dépourvu de toute finalité à proprement parler utilitariste. Et donc, cette idée finalement que la philosophie serait un enseignement libéral a pu nourrir l'idée que la philosophie serait la plus à même d'émanciper les individus, c'est-à-dire de leur apprendre à penser par eux-mêmes. Alors, cette conception, elle a véritablement irrigué la philosophie. Elle compte parmi les idées qui vraiment l'ont façonnée, puisque la philosophie s'est en partie construite justement autour de ce privilège, c'est-à-dire cette idée que la philosophie, contrairement à d'autres disciplines, est désintéressée. Et à ce titre, la philosophie a pu développer cette idée sur laquelle elle était peut-être la plus à même de parachever, de réaliser cet idéal d'émancipation.
la France, concrètement, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, la France s'enorgueillit d'enseigner la philosophie en classe de terminale. La France fait partie de ces pays qui sont très fiers de mettre ce point en avant. Et on voit véritablement dans le discours à quel point cet idéal d'émancipation peut être associé à l'enseignement de la philosophie. Pourtant, un certain nombre de travaux, et pas des moindres, notamment ceux de Pierre Bourdieu dans les années 80-90, ont remis en cause cette idée et ont évoqué la thèse selon laquelle, finalement, peut-être que cette institutionnalisation de l'enseignement de la philosophie a pu nourrir une forme entretenir une forme de sélection sociale. Et donc, la question à laquelle je vous invite à réfléchir ce soir serait la suivante. La philosophie peut-elle, en droit, se penser comme émancipatrice? Et si oui, comment concevoir dans les faits un enseignement qui traduirait cette ambition? Et donc, la première question que j'aimerais soulever par rapport à ce thème serait la suivante. Il est difficile, lorsqu'on enseigne la philosophie, de ne pas avoir à l'esprit cette critique bourdieusienne. On l'entend très régulièrement lorsqu'on discute dans les salles de profs. C'est quelque chose, cet idéal d'émancipation peut être parfois mise en question. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, Sébastien, Arthur et Ossine, c'est finalement, comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette thèse bourdieusienne qu'on ne peut pas évidemment écarter d'un revers de main, et quelle est votre position par rapport à ça? Merci beaucoup pour l'invitation. Avant de répondre, je voudrais juste situer un petit peu, on va dire, le caractère légitime de cette question, parce qu'une des premières choses qu'on apprend quand on commence à travailler sur la réalité des pratiques pédagogiques à vocation émancipatrice, c'est que c'est une question qui était illégitimée par l'institution. Moi, j'ai fait ma thèse sur le désir des problèmes. L'objet principal, ce n'était pas l'enseignement de la philosophie stricto sensu, d'un point de vue sociologique et historique. Mon directeur de thèse m'a dit « Tu es français, tu es un étudiant, tu aimes la philo, tu sors de 50 philo, il faut d'abord que tu reconstruises qu'est-ce que tu entends par philosophie ». Et donc là, j'ai ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire l'histoire de la corporation des professeurs de philosophie depuis 150 ans et leur discours vis-à-vis des pratiques pédagogiques. On peut le résumer dans une phrase célèbre de Muglioni, inspecteur général et doyen de l'inspection dans les années 80-90, « La philosophie est elle-même sa propre pédagogie ». Ce qui signifiait que se poser des questions pédagogiques, pratiques, concrètes sur comment est-ce qu'on peut émanciper les élèves, c'était c'était la preuve qu'on était un mauvais philosophe. Il suffisait de relire Kant pour intéresser les élèves, et si on se posait des questions pratiques, c'est qu'on n'était pas bon en philosophie. Ça, c'est pour un peu planter le décor. Autre petit détail anecdotique, j'ai rebondi, parce que tu nous avais envoyé les questions pour qu'on puisse les mûrir, et j'aime bien cette idée que la France s'enorgueillit d'enseigner la philosophie en terminale. Il y a un rapport de l'UNESCO qui montre qu'il y a plus de 100 pays qui le font. Donc là aussi, il y a une mythologie un peu narcissique de la France, et d'autant plus que sur les 100 pays, il y en a plus de la moitié qui l'enseignent à l'équivalent de tous les terminales. Donc, de ce point de vue-là, la France se démarque par son refus d'enseigner la philosophie en lycée professionnel. Et j'ai fait une petite recherche amusante et glaçante qui montre que les arguments du refus d'enseigner en lycée pro sont parfaitement analogues au refus d'enseigner la philosophie aux femmes. Jusqu'en 1927, c'est-à-dire tant que le baccalauréat n'était pas accessible aux femmes, la philosophie n'était pas accessible aux femmes, puisque le bac, c'était la terminale, c'est-à-dire la classe de philosophie. C'est comme ça qu'elle s'appelait. Et on n'enseignait pas la philosophie aux femmes parce que, de toute façon, elles n'en avaient pas besoin. Étant donné leur destin social, rester à la maison, élever les enfants, sachant que la philosophie, ça forme à une vie publique, à l'agora, à débattre, pourquoi l'enseigner aux femmes? C'est bon an, mal an, le même type d'argument avec les lycées pro, c'est-à-dire de toute façon, ces gens-là sont des manuels. De plus, on sait que s'ils sont arrivés en lycée pro, ce n'est pas par vocation, mais par déclassement scolaire. Donc, à quoi bon aller leur enseigner la philosophie?
Donc ces détails qui peuvent paraître, on va dire, pas très philosophiques, je trouve que c'est des points de départ concrets pour penser, on va dire, la volonté d'émanciper de la part de l'enseignement de la philosophie. Alors pour donner un élément de réponse, parce qu'on n'a que 10 minutes, j'aurais envie d'insister sur un problème qui me paraît intéressant. Dans ce premier temps, c'est pas qu'est-ce que l'émancipation, mais qu'est-ce qui émancipe. Se poser la question qu'est-ce qui émancipe, parce que il me semble que ce problème-là pointe un premier malentendu ou quelque chose qui pourrait expliquer justement les résultats et les travaux de Bourdieu. Qu'est-ce qui émancipe? On peut se demander, du coup, qu'est-ce qui émancipe? On va chercher les propriétés émancipatrices. Et ce qui apparaît dans le discours, la manière dont est conçu le programme, la manière dont c'est conçu, c'est imaginer la philosophie à enseigner en terminale, c'est que la philosophie était un bien culturel émancipateur. Et donc la thèse sous-jacente, c'est que la propriété émancipatrice est une propriété absolue du bien culturel philosophique et non pas relative. Lire Kant, ça émancipe. Découvrir le livre 7 de la République de Platon, ça vous rend majeur, etc. Cette ambiguïté, il me semble qu'elle apparaît dans le fait que finalement, il y a un renversement du processus normal de formation qui est similaire à la critique de la crématistique. C'est-à-dire que normalement, il y a un individu à un état donné et les biens culturels ou lire de la philosophie, c'est un moyen pour devenir un autre individu. Donc on a bien les biens culturels qui sont un intermédiaire, une médiation entre des états de l'individu. Exactement comme l'argent est une médiation pour, à partir d'une marchandise, pouvoir avoir une autre marchandise. Et ça commence à être un peu bizarre quand on utilise les marchandises comme un intermédiaire pour faire plus d'argent. C'est ça la critique de la crématistique. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qui se passe dans l'obsession, on va dire, d'un enseignement de la philosophie qui a un peu oublié les élèves, qui deviennent un moyen pour que les biens culturels, grâce aux élèves, perdurent. Et donc les élèves deviennent une sorte de support mémoriel, et la fin en soi, c'est que la culture philosophique soit préservée, qu'elle existe dans toutes les consciences, comme si elle n'était plus vécue comme un outil. On va apprendre la philo pour faire quelque chose, et pour faire quoi? On peut se poser la question. Mais finalement, comme ce qui comptait comme fin en soi, c'est que la culture philosophique soit diffusée dans les jeunes esprits de tous les élèves de terminale de France. Il y a plein de symptômes de ça. Il y a le fait qu'on n'arrive pas à réduire la liste des auteurs. Il y a le fait que le programme de philosophie en terminale est un non-programme, puisque c'est tout. Une sorte d'ambition totalisatrice et avec des sentiments de meurtrissure très profonds. Si jamais on enlevait une notion du programme, ce serait terrible, parce que les pauvres, si jamais on n'aura pas parlé du devoir, du vivant, de la démonstration, de l'interprétation, ce serait une catastrophe pour la démocratie. Donc ce renversement me paraît intéressant pour comprendre rapidement une petite batterie de concepts de Bourdieu. Quand il parle de culture légitime, donc la culture légitimée par l'école, qui fonctionne comme capital culturel, je n'ai jamais oublié que la métaphore de Bourdieu, le concept de capital chez Bourdieu, il est métaphorique et il vient bien chercher quelque chose comme un objet accumulable. Et donc ce capital culturel, il produit des effets de violence symbolique. Et cette violence symbolique, je pense qu'en tout cas en philosophie, la manière dont elle est enseignée en terminale et la manière dont les enseignants qui vont l'enseigner en terminale ont dû l'ingérer dans un certain type d'épreuves, je pense au concours du CAPES et de l'agrégation, quand on étudie les rapports de ces concours-là, on voit aussi toute l'ambiguïté très paradoxale des membres du jury, avec beaucoup d'injonctions contradictoires vis-à-vis des candidats. Il faut penser par soi-même, mais en même temps, une culture philosophique solide est attendue. La connaissance de seconde main est vilipendée. Si on comprend que vous parlez de Platon en ayant lu des commentateurs de Platon et pas Platon, c'est pas bien. Et donc, ça crée quand même un rapport plutôt révérencieux vis-à-vis de la culture philosophique. Et on peut se poser la question, j'arrêterai là, sur qu'est-ce qui émancipe. Est-ce que donc c'est les objets philosophiques qui auraient cette propriété absolue d'émanciper, ou alors c'est une certaine rencontre? Et si c'est une certaine rencontre, ça veut dire que c'est relatif à un certain moment de l'existence de l'individu. Ce qui émancipe, c'est un écart par rapport à ce qu'on est à un certain moment donné. Et cet écart, évidemment, il n'est pas mesurable absolument.
Et donc, s'émanciper, dire les choses un peu banales, mais c'est quelque chose que la philosophie, des fois, scolaire en tout cas, a du mal à entendre. Et je dirais que s'émanciper, c'est apprendre. Et donc, apprendre, c'est être confronté à de la nouveauté. Et par définition, la nouveauté, c'est relatif. Et ça, c'est déjà une idée de Spinoza, d'ailleurs. Il insistait en disant, le difficile, ça n'est rien d'autre que le nouveau. Et par rapport à la philosophie qui débarque en terminale, ça dit quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas la philosophie qui est difficile. Mais comme toute discipline nouvelle, c'est difficile. Et c'est normal, et il n'y a rien de mystérieux là-dedans. N'importe quelle autre discipline qu'on enseignerait nouvellement en terminale paraîtrait difficile. Et je le dis parce qu'il y a aussi toute une rhétorique sur la difficulté. Dans les instructions d'Anatole de Monzie, difficile égale matière noble, égale matière intelligente, égale matière pas pour tout le monde. Donc ça ne va pas de soi de déconstruire aussi ce mythe de la difficulté de la philosophie qui fait système, me semble-t-il, avec les effets de violence symbolique et les ratages en termes d'effets véritablement émancipateurs. Merci. Je vais dire des choses qui parfois sont un peu redondantes, mais en moins bien, évidemment. Pour comprendre la critique bourdieusienne de la philosophie et pour comprendre aussi la manière toute particulière qu'a cette critique particulière de la philosophie d'exemplifier et parfois aussi de concentrer chez Bourdieu la critique de l'institution scolaire en général, je crois qu'il faut aussi revenir sur le contexte dans lequel écrit Bourdieu, qui, il faut le rappeler, fait d'abord œuvre de sociologue, entend explicitement faire œuvre de sociologue. Or, être sociologue, c'est être attentif, évidemment, à la factualité des choses, à la réalité des faits, dans leur intransigeance et aussi dans leur situationnalité. La pensée de Bourdieu sur la philosophie s'inscrit donc dans un contexte et dans une géographie qui est celle de l'institution de l'enseignement de la philosophie en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. Or, si Bourdieu écrit encore presque jusqu'à sa mort sur le sujet, je crois que la pensée critique de Bourdieu sur la philosophie s'est surtout forgée dans son rapport personnel à l'enseignement de la philosophie, à son expérience et à son vécu propre. Et d'ailleurs, la chose est assumée dans ses publications. Bourdieu est reçu à l'agrégation en 1954, il abandonne sa thèse en 1957 et se lance alors, selon ses propres mots, dans les enquêtes de terrain. Or, dans les années 1950, en France, le statut de l'enseignement de la philosophie, dans la hiérarchie scolaire des disciplines, est évidemment bien différent de ce qu'il est aujourd'hui, vous vous en doutez. D'abord parce que les études littéraires ne sont pas déclassées dans la hiérarchie des savoirs comme elles le sont aujourd'hui, mais aussi parce que la classe de terminale, littéraire justement, est précisément une classe de philosophie, c'est-à-dire que la philosophie concentre l'ensemble des enseignements dans cette dernière année. La discipline philosophie est alors conçue comme le couronnement, comme l'achèvement, comme la récapitulation, si on peut dire, du cursus antérieur des connaissances. Et cette position d'aplomb impose évidemment aussi aux philosophes la certitude de leur supériorité, si l'on peut dire épistémologique. La philosophie est encore, pour beaucoup à l'époque, conçue comme la reine, comme la matrice des sciences, que ce soit en un sens critique. La philosophie aurait le pouvoir d'évaluer et de juger la validité des autres savoirs, ou en un sens fondationnel, les autres sciences tiendraient la condition de leur vérité particulière, de la vérité générale et universelle de la philosophie. La réalité de la supériorité institutionnelle de la philosophie, associée à la certitude de sa supériorité épistémologique, aboutit aussi souvent, tacitement, à une hiérarchisation implicite des écoles de pensée au sein même de la tradition philosophique. Pour le dire rapidement, on a une certitude de la supériorité des philosophies rationalistes et idéalistes sur les philosophies qui seraient empiristes ou matérialistes. Ces certitudes conduisent alors à l'adoption, ici encore souvent implicite, de certains partis pris de méthode, avec une préférence assumée pour les spéculations purement conceptuelles, sur les analyses de faits ou sur les enquêtes expérimentales, avec surtout un mépris des factualités ou des données d'expérience, mépris très bien décrit par Bourdieu dans l'esquisse pour une auto-analyse, mais aussi à la même époque, ou plutôt un peu avant par Lévi-Strauss et plutôt encore par Durkheim, dans sa critique de l'agrégation de philosophie. Ce mépris forme aussi une posture qui est tout à la fois scientifique et sociale, qui est indifféremment épistémique et institutionnelle. Car évidemment, le mépris des intellectuels pour l'exactitude et la factualité laborieuse des enquêtes de terrain est aussi, sur le plan social, un mépris des choses du bas monde. Restituer le contexte de la critique bourdieusienne de la philosophie, c'est donc aussi évidemment poser la question de son actualité. D'abord parce que dans la hiérarchie des savoirs scolaires, la philosophie est depuis longtemps tombée de son vieux piédestal.
Aussi parce que plus personne, je crois, ne croit sérieusement aujourd'hui à la supériorité épistémologique de la philosophie, sauf peut-être quelques inspecteurs de l'éducation nationale, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent doctrine sur la question. Mais aussi, surtout, peut-être parce que notre réalité sociale a changé. Les stratifications sociales que connaissait la France dans l'après-guerre n'ont certes pas disparu, et d'un point de vue strictement économique ou financier, les inégalités sociales, on le sait, se sont même très largement accrues ces 20 dernières années. Mais ce qui a changé en particulier, je crois, c'est la figure et les modalités des marqueurs d'appartenance de classe. Dans la France d'après-guerre, la culture humaniste, à laquelle la philosophie appartient à titre exemplaire, est non seulement une condition effective d'appartenance aux classes supérieures, dans le sens où, par le biais de la sélection que forment les grandes écoles, elle est une condition d'appartenance à ces écoles et donc aux postes privilégiés auxquels ces écoles donnent accès, mais elle est aussi, en plus d'être une condition effective d'accès aux classes supérieures, un signe, un marqueur d'appartenance à ces classes, dans le sens où ceux qui ne pourraient pas en faire montre seraient marginalisés, ostracisés. Or, je ne suis pas sûr que cela, mais je le dis avec beaucoup d'interrogations et sur un ton totalement hypothétique, je ne suis pas sûr que cela soit totalement vrai aujourd'hui pour au moins 3 raisons. D'abord parce que le capital économique déborde aujourd'hui très largement le capital culturel ou symbolique dans l'ordre des facteurs d'intégration. Aussi, et deuxièmement, parce que l'anti-intellectualisme ou l'aveu d'ignorance, de non-érudition, est devenu souvent une posture généralisée, y compris dans les cercles de la haute bourgeoisie. Enfin, parce que les frontières traditionnelles entre justement la haute bourgeoisie et les nouveaux riches, les parvenus, comme on dit des fois, tendent à s'effacer et que la réalité du complexe de classe, du coup, tend aussi à s'inverser. C'est-à-dire que ceux qui s'attestent en particulier à souci tout à fait inédit, je crois, qu'a un certain nombre de membres de la haute bourgeoisie de vouloir aujourd'hui montrer extérieurement, par exemple, leur richesse et de mépriser leur savoir ou leur culture humaniste, quelque chose qui est nouveau et que tout le monde constatera sur le terrain. La question se pose alors de savoir ce qui reste encore en ce contexte du privilège réel conféré à la philosophie et aux philosophes. Et peut-être ne faut-il pas s'en plaindre, c'est la suggestion que je voudrais formuler ici, en cessant d'être un marqueur social et public d'appartenance à une classe, la philosophie trouve peut-être l'occasion de se recentrer, aujourd'hui ou demain encore, sur son statut de passion solitaire et privée. Merci. Merci. Alors, j'avais longuement hésité à introduire mon propos par une citation de Pierre Bourdieu, mais il m'a semblé contradictoire d'évoquer la critique des références implicites ou du capital symbolique en citant celui-là même qui a été dorénavant intégré par l'institution et dont le fils a d'ailleurs, tout comme lui, intégré l'école normale supérieure, ce qui, pour un critique de la reproduction sociale, n'est pas sans étonner. J'essaierai donc de répondre à la question posée par Florian en me focalisant sur un point qui me semble souvent impensé dans l'enseignement philosophique, en particulier en France, à savoir l'esprit de système. En effet, l'enseignement institutionnel, en tant qu'il assure la formation des maîtres, a tendance à étudier les systèmes dans leurs logiques internes, sans se soucier de savoir si les questions posées par les philosophes étudiés étaient pertinentes. Je vais prendre l'exemple d'un de mes étudiants qui m'avait raconté qu'il avait interrogé un de ses professeurs, un de mes collègues, à propos d'une question sur Kant, lequel lui avait répondu en substance « Monsieur, la philosophie est une discipline définie, avec une technique précise, un vocable établi, et qui nécessite une préparation. Que puis-je vous répondre? Joueriez-vous aux échecs avec quelqu'un qui ne sait jouer qu'aux dames ?» Or, à mon sens, il ne peut pas exister d'incompétence philosophique, et nulle question n'est philosophiquement sans objet, puisque si elle l'est, il doit être aisé de montrer qu'elle est sans objet, ce qui est encore philosophé. Bien sûr, si l'interlocuteur a davantage de technique, a une maîtrise de la langue française plus poussée, bref, comme on dit communément, s'il a un niveau plus élevé, la discussion se prolonge, elle est plus élaborée, mais elle n'est pas stricto sensu davantage philosophique. Ou pour prendre l'exemple des dialogues de Platon, on ne peut pas dire philosophiquement que l'Hippias majeur ou l'Hippias mineur est philosophiquement moindre que, par exemple, le Timée ou le Parménide. Alors, pour justifier une telle manière institutionnelle de philosopher, on devrait la présenter comme objet d'une satisfaction esthétique, voire aristocratique, c'est-à-dire exactement pour le contraire de ce qu'elle prétend être.
Cela tient sans doute à ce que la plupart des philosophes institutionnels ne peuvent pas se résoudre à dire quelque chose sans en même temps vouloir tout dire. Or, la plupart des gens, et en tout cas moi-même, sommes déjà assez contents si nous sommes capables de dire quelque chose. Socrate, père des philosophes, se satisfaisait d'être en mesure de dire certaines choses importantes. Et Héraclite disait « je vais parler de tout », mais il ne disait pas « je vais tout dire ». Car la condition pour philosopher, à mon sens, est de ne dire que ce dont on est sûr, et non point d'être sûr de tout. Et j'aimerais insister sur cette distinction. Par exemple, Spinoza ne pouvait pas tout dire sur le monde, ou Hegel sur l'histoire, simplement parce que l'état des connaissances de leur temps ne leur permettait pas plus que ne le permet l'état des nôtres. C'est ainsi que, par exemple, on aboutit à la doctrine assez délirante d'un Malebranche, révérence gardée pour le révérend père Malebranche, pour avoir oublié que Descartes, lorsqu'il enseignait que l'âme agissait sur le corps au moyen d'une glande pinéale, ne savait tout simplement pas ce qu'il disait. Et justifier Malebranche par l'insuffisance de Descartes sur ce point, à mon sens, est s'éloigner d'un degré de plus du réel. Alors, comme on le sait, Bourdieu a écrit des méditations pascaliennes, et j'aimerais à ce titre revenir sur la figure de Pascal, lequel, on s'en souvient, avait ferraillé contre Descartes, tant c'est d'être inutile et incertain. Or, il me semble que cette prétention institutionnelle de tout dire entraîne un style qui, du moins en France, s'est imposé depuis Descartes. En effet, ce dernier commence par faire le vide, puis dans ce vide de tout préjugé, il produit une évidence, et à partir et sur le modèle de la certitude créée par cette évidence, il entend développer une suite de certitudes. Depuis, en tout cas à mon sens en France et dans ce qu'on appelle un peu vulgairement la philosophie continentale, il ne fut plus question de philosopher que pour être définitif. Kant déduit les catégories, Hegel passe nécessairement d'un moment à l'autre, Heidegger dévoile de manière obscure l'être de l'étant, et pour caricaturer, il est entendu qu'à chaque ligne, s'il se trompe le moins du monde, la philosophie cesse d'exister. Alors cette figure d'un Pascal promouvant l'émancipation à l'égard des systèmes, cette figure avait été thématisée par le philosophe Clément Rosset, qui a été, à mon sens, ostracisé par l'institution, et qui nous a quittés, peut-être le savez-vous, il y a presque un an, jour pour jour. Alors, pour lui rendre hommage, je conclurai mon propos en citant l'un de ses ouvrages, Logique du pire, qui faisait l'apologie d'une philosophie devant guérir de toute illusion, justement en ne prétendant rien dire du réel, si ce n'est qu'il est. Philosophie qu'il qualifiait de terroriste. Alors, je cite un extrait faisant référence à la maïeutique socratique. « Le terrorisme tragique consiste à rendre exprimable une connaissance déjà possédée, non à imposer un savoir dont aurait pu être dispensé celui qui doit en souffrir. » Alors je ne me risquerai pas par les temps qui courent à faire l'apologie d'un terrorisme même philosophique, mais il conviendrait d'assumer davantage les choix axiologiques qui président au système que la philosophie se propose d'exposer. Cette philosophie antisystémique, nous dit Rosset, cherche l'émancipation par deux affects, à savoir la terreur et la jubilation. Le même Pascal, par exemple, disait d'un côté « Nous sommes si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou », et de l'autre « Joie, joie, pleurs de joie », pour reprendre une passion chère à Spinoza.